toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Choose Social TV. Je suis Laurent Labbé, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Khadija Salomon. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous, C'est d'être adorable. avec moi. Merci de m'inviter. Bon, j'avais très envie de pouvoir faire partager aux gens qui nous écoutent la bonne expérience que j'ai eue avec toi, c'est-à-dire te rencontrer. Donc ma première question, c'est qui es-tu ? Alors, moi, je m'appelle du coup Khadija Salomon, je suis fondatrice de Le Falaf. Le Falaf, c'est un traiteur OSS, de l'économie sociale solidaire, événementiel, spécialisé dans dans les événements corporate. Je suis aussi la fondatrice de l'AGI. L'AGI, c'est une plateforme qui connecte les personnes réfugiées avec des structures qui souhaitent à la fois les former ou à la fois les recruter, avec un premier domaine qui est de la restauration. C'est un peu plus un peu mon domaine aujourd'hui. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y a tellement de difficultés à recruter des personnes réfugiées, donc pendant le Covid, j'ai un peu développé ce projet. Voilà, donc c'est un peu ce que je fais. Mais toi, alors personnellement, tu as un parcours qui est pas commun. Si je te le dis. Enfin, je crois. Tu es marocaine. Marocaine, oui. Et tu es arrivée en France assez tard, en fait. Assez tard, par amour, Ouais. on va dire. Par amour, c'est-à-dire pour la Par- France, pour un homme, Plutôt pour un homme. pour un homme. Ok. Je connaissais pas la France à cette époque. Ouais. D'ailleurs, c'est mon premier voyage tout court, Ouais. en dehors du Maroc. Donc, je me suis mariée assez tôt, Ouais. assez jeune d'ailleurs. À quel âge 19 ans. D'accord. Et Pour l'instant, il n'y j'ai a rencontré mon pas mari encore à de 19 rapport ans. avec la France encore pour Pas l'instant. du tout. Je me suis D'accord. mariée à 19 ans. Enfin, j'ai rencontré mon mari à 19 ans. On s'est mariés à peu près un an et demi plus tard, au Maroc. D'accord. On a vécu un an au Maroc, Tu viens d'où, au Maroc? Casablanca. Ok. Et ben, du coup, c'était un peu le chemin classique. Mon mari a vécu 2 ans au Maroc. Il voulait aussi revenir retrouver sa famille, sa vie ici. Et du coup, je suis venue. Donc tu l'as rejoint en France. En fait, mon mari est resté avec moi jusqu'à. Moi, jamais quitté. En D'accord. fait. Donc, du coup, je ne l'ai pas rejoint. Et c'est lui qui m'a rejoint au Maroc. Et après, on a habité ensemble. Et après, jusqu'à que je puisse avoir la possibilité de venir en France. Donc tu arrives en France quand tu as 22 ans, 22 ans, c'est ça? Et femme au foyer. sans savoir parler français, ni écrire français, c'est Ouais, ça? ouais. Alors qu'on a Ah oui, l'impression... Ok. Donc tu n'avais pas appris le français à Casa Si, je l'ai appris parce qu'à partir du collège, parce qu'en fait, le Maroc, ça dépend quel lycée, mais moi, vu que je viens aussi d'une famille très modeste, donc j'ai pas fait le lycée français. Donc du coup, j'ai appris, mais je ne savais pas parler ni écrire. J'étais pas très bonne. Mais donc tu arrives, tu fais quoi? Parce que 22 ans, tu n'es plus dans le système scolaire français, Ouais. tu peux pas le rejoindre, au moins pas facilement, tu parles pas la langue. Oui. Comment on passe de j'ai 22 ans, j'arrive, je parle pas français, à j'ai monté une boîte, je suis dans le mouvement Impact France, j'aide des réfugiés à venir s'intégrer. Voilà, on va discuter de tout ça, mais Oui. qu'est-ce qui s'est passé à 22 ans, quoi? Comment t'as fait? Comment t'as atterri là? En fait, à 22 ans, je suis venue très heureuse de mon mariage, mais femme au foyer, c'est quelque chose en dehors de mon cercle familial. Donc, je commençais à m'ennuyer, j'ai pas d'amis, je suis isolée, j'ai pas de vie sociale. En fait, c'est le fait que j'ai pas de vie sociale et surtout, j'ai pas d'avenir parce qu'en dehors de mon mari, je savais rien faire, ni acheter une baguette, ni rien. Et j'étais assez timide pour aussi aller faire les choses par moi-même. Et en fait, je pense à un déclic aussi à un moment donné. On se réveille, on se dit mais quel sens je vais aussi donner à ma vie, parce que je me reconnaissais pas non plus dans une vie femme au foyer, enfant, voilà, et être dédiée à ça. J'avais aussi de me réaliser moi-même, quoi. Et donc j'ai repris l'école j'avais 24 ans. Donc j'ai repris l'école. Je me suis dit en France, je peux pas travailler, je peux pas faire autre chose. J'avais que le bac et le niveau bac d'ailleurs, et je me suis dit non, il faut que je retourne à l'école. Donc je refais mon bac à distance, parce que comme je parlais pas très bien français, je pouvais pas non plus prétendre à un bac français. Donc du coup, je fais un bac à distance. Je refais le bac au Maroc à distance. Je suis allée le passer les 3 derniers mois. Et après, j'ai fait un BTS. Du coup, je me suis dit, il faut que je sorte. Donc du coup, j'ai choisi un peu
à peu près la première formation qui m'arrive comme ça, et je me suis dit, bon, C'était un BTS de quoi? BTS, à l'époque, ça s'appelait MUC, Management Unité Commerciale. Et d'ailleurs, j'allais faire un truc informatique et j'avais mon beau-père qui me disait, mais je ne vois pas du tout dans l'informatique. T'aimes bien parler, enfin, t'es quand même assez... Et tu savais que tu voulais monter une entreprise ou pas encore à ce moment-là? Non. En fait, je suis toujours allée pas à pas. En fait, c'est comme une situation qui me plaisait pas et j'avais envie au moins d'avoir une vie sociale, de pas être dépendante de mon mari en fait et dépendante de ce cercle-là. J'avais envie de me réaliser moi-même et du coup, je voulais juste faire une formation bac+2 parce que je me disais je vais travailler après. Ouais. Après, j'ai fait une formation de 2 ans. Je me suis dit, pas du tout ce que je souhaite faire. En fait, l'ambition, elle est montée crescendo, en fait. Et du coup, j'ai fait le BTS et je me suis dit, je peux pas me réaliser dans ce métier. J'avais fait un stage en prêt-à-porter, donc c'est pas du tout ce que je voulais. Et après, j'ai rajouté une licence. Et après, j'ai rajouté le master, en fait. Chaque fois, les situations me plaisaient pas, j'y vais. Et t'aimais bien étudier? C'était difficile? L'intégration était compliquée? Comment t'as vécu ces années d'études en France? En fait, j'avais pas le choix. J'étais première de Ça nous dit de pas ma que t'as classe. aimé ça, en tout cas. Comment? Ça nous dit pas que t'as aimé. T'avais juste pas le choix. Oui, exactement. Mais en fait, quand on reprend l'école, quand on a 24 ans, ou même quand on apprend à 30 ans, on l'apprend pas de la même manière, on a un objectif derrière. Et en fait, moi, c'était mes pires années à l'école, ou peut-être aussi mes meilleures années, c'était les 2 années de BTS, parce que je parlais pas français, je parlais pas franglais non plus, en langue, et je comprenais pas grand-chose. Et donc, du coup, j'apprenais par cœur mes cours. Et du coup, il y a eu un attachement entre moi et mes profs qui sont attachés à cette étudiante. La pauvre, elle ne sait pas parler français, mais elle essaye. Et du coup, j'ai même mes profs jusqu'à aujourd'hui, je les vois parce que déjà, j'avais 7 ans d'écart entre moi et mes collègues. Et j'étais toujours première de la classe. Moi, le cours, je te le récite, mais par cœur. Le samedi, dimanche, je me réveillais à 7h du matin et j'apprenais tout par cœur. Parce que je voulais réussir. Et je voulais aussi prouver à ma belle famille qui m'ont soutenue, qu'ils ont trouvé que c'était assez chouette. Et du coup, j'avais tout le temps, quand j'allais le dimanche chez ma belle-mère, à chaque fois ça parlait de mes notes. Elle a eu 18. Et du coup, j'étais aussi fière. En fait, c'était un double. C'était aussi pour moi pour réussir, mais aussi pour rendre aussi hommage à des gens qui ont fait confiance parce que j'ai fait aussi des études privées et du coup, c'était aussi un investissement. En fait. C'est pas grave, je reprends mes cours. Donc, du coup, c'était aussi une double motivation. Quoi. Oui, et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des bonnes personnes. Et je me souviens que j'étais pendant 5 ans première de ma classe. Toujours. Il fallait qu'il n'y avait pas d'autre choix d'être première, en fait. J'avais besoin d'être excellente dans ce que je fais. Bon, donc du coup, tu vas jusqu'où dans tes études et ensuite tu commences à bosser. Tu vas jusqu'où déjà, première question, et ensuite tu commences à travailler après. Oui, j'ai fait 3 ans déjà chez Danone et qui m'ont confirmé en CDI. Donc du coup, j'étais sur le terrain après. Donc j'avais fait un pôle marketing opérationnel, travaillé sur des marques et après, je travaillais un peu sur la partie grande distribution. Donc t'as aimé Danone? J'adore Danone. Danone, c'est une très belle boîte. Ah, t'en parles encore présent? Alors, t'es partie depuis combien de temps? Je suis partie il y a 4 ans, à peu près. Danone, c'est une très belle boîte. Et surtout, le Danone, ce qui font aimer Danone, c'est les gens qui sont chez Danone. Et moi, j'ai rencontré des gens exceptionnels chez Danone. Mais vraiment, c'est vraiment des gens qui m'ont donné confiance en moi. Je suis arrivée chez Danone, j'étais vraiment très mal. J'étais déprimée, enfin bref, pour des raisons professionnelles, je pense que tu sais. Et j'étais vraiment au bout de ma vie quand je suis arrivée chez Danone. Et j'avais bac+2 quand je suis arrivée chez Danone. Donc avec l'excellence que Danone recherche avec bac+2, très peu, avec l'informatique, je ne sais pas très douée, avoir des managers aussi exceptionnels, je pense que ça... Qu'est-ce qui leur a plu alors chez toi? Pourquoi en fait, j'étais une déterre j'étais très déterre. Déterminée. Ouais, déterminée. Ma boss s'appelle Servan, Julien, Pierre, je les cite, Caroline, Diane, beaucoup d'autres... c'est le fait que j'étais motivée, j'avais envie de bosser, et j'étais hyper engagée dans ce que je faisais. Et t'as fait quoi alors pendant 4 ans chez Danone?
J'ai travaillé sur pratiquement toutes les marques parce que je travaillais sur on va dire, sur la partie DDC, c'est le développement commercial, et du coup on était en relation avec l'équipe marketing stratégique et aussi les équipes commerciaux. Et en fait on travaillait sur tous les lancements, à la fois des temps forts ou des innovations. Et du coup, enfin voilà, j'ai travaillé sur tout, même à la fin, j'ai travaillé sur des projets que je choisissais aussi. Enfin, c'était 3 ans formidables à Saint-Ouen, j'oublierai jamais. Enfin, Et t'as pas eu envie d'y rester un peu plus? en Qu'est-ce qui a fait fait, que t'en es parti, autrement ouais, dit? bah, parce que Ouais. je suis partie, j'ai quitté cette équipe qui était exceptionnelle. Marie-Laure, qui était mon N+3, enfin bref. Et en fait, je suis descendue sur le terrain et là, c'était autre chose aussi. C'était plutôt commercial, plutôt, on va dire, un peu plus voilà, enfin, c'est vendre. Et en fait, on perd un peu le côté sens double projet qui m'a aussi Double projet social, social et économique de de Danone. Danone Ouais. qu'on connaît très bien. Et en fait, là, j'avais aussi Yulia qui est une superbe manager avec qui j'ai passé 2 ans exceptionnels. Et après, j'ai changé de management. Et en fait, c'est là, en fait, quand je disais, une boîte, c'est pas que la renommée de cette boîte, c'est aussi les gens qui entourent. Et en fait, j'ai changé de management et je me suis plus du tout retrouvée dans ce management. Et après, pourquoi je suis partie chez Danone vraiment, c'est que quand je me suis... Au bout de 3 ans, en fait, je m'ennuie très, très vite. Hein. C'est pour ça, en fait, au bout de 3 ans, je me suis un peu ennuyée. J'avais rencontré une femme qui avait une chambre d'hôte parce que j'avais un secteur très grand. Et cette dame, elle me touche parce qu'elle était atteinte d'un cancer de récidive en plus. Et elle avait une énergie de dingue. Elle faisait tellement de choses dans sa région. Elle donnait tellement à la Ligue contre le cancer régionale que je lui dis, bah, moi je connais au bout de 3 ans, je connais très bien toute la grande distribution. Ils sont tous mes partenaires aujourd'hui, c'est plus du tout mes clients. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec eux? Et j'avais monté une opération, ce qu'on appelle aujourd'hui intrapreneuriale. J'avais monté une opération entre cette dame, moi et la Ligue contre le cancer avec mes clients. Et on a passé 2 mois ensemble collecter. On a collecté la plus grande somme qu'ils ont jamais réalisée régionale. C'est pas grand chose pour nous, peut-être, c'est 6 000 euros, 6 500 euros. Mais 6 500 euros régional sur une opération, pour eux, c'était beaucoup dans l'Allier et dans le centre de la France. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a donné envie de partir finalement pour créer quelque chose qui a de l'impact. Parce que. T'avais déjà réfléchi à ce qu'était l'impact, au projet social, Pas du tout. etc. T'avais déjà... D'accord. Je connaissais pas ce que c'est. Même Ouais, quand ouais. moi, quand créé le FALEF, je savais Ouais. pas que ça s'appelait l'impact, ça s'appelait l'entrepreneuriat social et solidaire. Ok. Pas du tout. Je pense que je l'ai appris pratiquement un an après. Après avoir fondé. Bien évidemment, Ok. un an après. Donc tu dis juste, là, j'ai envie de monter quelque chose qui fait du Qui me sens donne pour du moi, sens. un business, parce qu'il y a quand Exact. même l'envie de mettre un business derrière, quand même. Exactement, bah oui, Ok. non, mais complètement. Et pourquoi tu choisis, du coup, cette activité-là Parce que de je connais traiteur le, Ouais, le traiteur, pas tout de suite. d'accord. En fait, j'ai un parcours où chaque fois j'apprends Ouais, de mes expériences et je réagis ouais, derrière. ouais. Pourquoi le falaf? Parce que je connaissais quelqu'un qui est une personne libanaise et qui m'a parlé des falafels. Et du coup, entre, on va dire, son amour pour le falafel et moi qui ai envie de faire quelque chose qui a de l'impact, eux aussi écologique et social. Et du coup, je suis arrivée avec l'idée de dire, bah, Ouais. falafel oui, mais il faut que ce soit des falafels Bah bio. ouais, parce qu'entre aimer les falafels et monter une J'aimais pas entreprise, les il y a falafels. quand même un Ouais. petit écart, quand même. Exactement. Ok. Donc, j'aimais pas les falafels, moi, mais par contre, j'aimais pas les falafels. Je trouve que c'est un aliment un peu sec, très Ouais. compliqué, voilà. Mais je voulais quelque chose d'assez innovant sur la partie texture. Et tu cuisines? Ouais, Ouais. mais ouais, C'est toi plus qui as fait la beaucoup recette maintenant. Depuis que je suis au traiteur, pas beaucoup. J'ai plus beaucoup de temps. Mais je voulais quelque chose en termes de texture changée, Ouais. que ce soit des falafels bio, parce qu'il n'existe pas des falafels bio. Et aussi quelque chose qui a de l'impact. C'est pour ça, en fait, ramener la cuisine avec des personnes
qui le rappelle aussi, qui rappelle aussi la paix dans le monde. Hein. Les falafels, c'est consommé par des musulmans, par des juifs, par des chrétiens, consommé dans une région du monde où il y a vraiment un vrai conflit, mais tout le monde aime les falafels, que ce soit riche, pauvre, petit, grand, juif, musulman. Et je trouvais dans ces boulettes quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, ça peut paraître pour quelqu'un qui aime juste les falafels quelque chose un peu qui sort de la raison, mais moi j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc tu t'es dit, je vais monter une entreprise autour de ça. Autour des falafels fabriqués par des personnes réfugiées. Donc du coup, il y a un double sens que les gens, quand ils viennent manger des falafels, c'est comme quand on va dans un restaurant italien, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un vibe. Et je voulais faire vivre ce côté un peu Moyen-Orient ici, mais quelque chose de vrai, d'authentique. Tout en ayant un côté social, c'est vraiment un côté donnant-donnant. C'est que je ne donne pas un boulot, mais ils vont me donner quelque chose d'extraordinaire aussi. Et donc là, tu montes le falaf avec cette amie libanaise ou elle t'a juste donné... C'est un ami, c'est plutôt, c'était mon ex. D'accord, très bien. Et donc tu montes le falaf avec lui? Vous associez dans ce projet d'entreprise? On s'associe dans ce projet. Ça, c'est en quelle année? 2019. D'accord. Donc 2019, c'était l'année de démarrage. Et ça commence tout de suite super bien, canon, machin. Canon, exceptionnel. On a eu toutes les entreprises qui font appel à nous. Enfin, vraiment, on a eu un... Non, c'est vrai? Oui, c'est clair. On a commencé... C'est rare de commencer sur les chapeaux de roue une entreprise. En général, on galère un petit peu. Exactement. Okay. Nous, on n'a pas du tout galéré. On a galéré à produire. Ouais. Et en fait, c'est là où j'ai vu comme quoi que... Enfin, en fait, on a galéré à produire parce qu'on n'était pas... on ne savait pas faire. Donc vous saviez vendre? On savait vendre, mais c'est ça le problème, c'est qu'on savait vendre. Mais et ton ami aussi, il était plutôt dans la vente également? Pas du tout, il n'y a que moi qui était sur la vente, c'est que moi qui était sur le développement. Il faisait quoi lui alors? Il avait l'idée du falafel. Ce qui est pas mal, hein. Il les goûtait quoi. Et en fait, mon associé à l'époque, il avait aussi d'autres projets à côté, donc du coup, ce qui fait que finalement, je me suis retrouvée toute seule à vendre, et après derrière, de galérer à produire. Et c'était l'année 2019, c'est vraiment très dur parce que j'étais pas vraiment du tout bien entourée, on va dire, sur la partie opérationnelle. Donc tu vends, le concept marche hyper bien, tout le monde adore ton idée, mais là, il faut que tu produises quoi. Là, il faut que je produise. Ouais. C'est ça ta première grosse difficulté C'était recruter et produire. Et en fait, quand on fait le traiteur, parce qu'en fait, avec mon ex-associé, c'était ouvrir une boutique de falafel et dupliquer le concept et tout ça. Et du coup, là, ça génère des coûts de restauration, fonds de commerce, tout ça. Et en fait, vu que j'ai vu comme quoi qu'il y a très peu de personne vraiment envie de bosser sur ce projet-là, sur la partie opérationnelle, j'ai un peu resté sur la partie clientèle B2B. C'est pour ça que je suis arrivée sur le traiteur, parce qu'en fait au début c'était une marque de falafel, street food. Donc comme tu avais du mal à fabriquer juste des falafels, tu t'es dit je vais faire carrément un traiteur avec plein d'autres trucs, quitte à faire un truc compliqué, autant y aller franchement, c'est ça? Dire, exactement. Donc si on te choisit comme traiteur, il n'y a pas que des falafels? Bah là il y en a très peu de falafels, mais plus du tout. D'ailleurs je le sais, parce qu'on t'a choisi comme traiteur quand on a fait notre truc au Cabroli. Si, c'est ça, exactement. Donc on le fait de temps en temps. On a un corner de falafel, on a un concept de falafel dans le 17e, mais pour la partie traiteur, c'est vraiment un traiteur végétal, haut de gamme. Donc du coup, en fait, le Covid a fait comme quoi que aussi j'ai un peu regardé, j'ai structuré, j'ai changé beaucoup de choses. Donc du coup, aujourd'hui, c'est vraiment le falafel, c'est vraiment un traiteur événementiel, végétal. Et on parle pas d'un truc essentiel là, c'est que c'est quand même des réfugiés également qui viennent nous servir ouais, exactement, tout ça en ayant avec des personnes réfugiées à la fois à la cuisine et pourquoi pas demain aux logistiques. Enfin, l'objectif c'est aussi d'étendre. Alors pourquoi t'as voulu travailler avec des réfugiés? Je pense que je t'ai raconté mon parcours. Je suis pas réfugiée, mais j'ai connu un peu ce côté où on doit toujours démarrer. J'étais quand même vachement bien aidée moi quand j'ai redémarré parce que j'étais quand même très bien entourée. Ça c'est clair, mais ce côté où je parle pas français, où je dois... Et en fait, ce qui m'a sauvée, moi, c'est les rencontres avec les gens. C'est le premier manager, la première entreprise. Ça peut changer la trajectoire d'une personne, d'avoir des bonnes personnes qui tendent la main et qui sont bienveillants et qui, peu importe le parcours.
Et moi, c'est ça que j'ai envie de aussi faire, c'est aussi d'être cette personne-là que j'ai citée il y a quelques minutes là chez Danone. J'aimerais bien aussi que les gens citent le falaf sur leur parcours qui les a aidés à partir, à faire autre chose, quoi. Donc c'est ça en fait. Et c'est des réfugiés de quel pays que tu recrutes? De tout, bah, ça peut bien évidemment, ça peut être sûrement des Syriens, des Palestiniens, aussi Maliens, Bangladais, Afghans. Donc moi j'ai eu même un réfugié marocain, mais il n'est pas resté très longtemps. Un réfugié marocain. Donc du coup, je suis vraiment ouverte. C'est difficile de travailler avec des réfugiés? Difficile, non, mais compliqué, oui. C'est quoi la différence? En fait, difficile, c'est que, enfin, compliqué, c'est que, bah, il y a la barrière de la langue. Il faut les accompagner, il faut les former, il faut répéter plusieurs fois la même chose. Ça, il faut, voilà. Et c'est des personnes qui viennent aussi avec leur parcours. Les blessures, c'est des gens qui font pas confiance au début parce qu'ils ont eu malheureusement un parcours un peu compliqué, qu'ils ont peut-être fait confiance à d'autres qui les ont trahis. Et du coup, bah, on travaille avec des personnes à la fois humainement touchantes, mais en même temps, ils sont parfois dans la méfiance. Ils ont parfois la restauration, c'est pas du tout leur, enfin la plupart, moi en tout cas, la restauration c'est pas du tout leur premier choix. Ils ont pas le choix, ils ont pas le choix d'y aller dans la restauration parce qu'ils ont envie d'avoir un CDI, un CDD pour commencer leur vie professionnelle, pour avoir un appartement, pour voilà. Donc c'est des personnes qui sont pas formées, donc il faut les former, il faut leur faire aimer aussi le travail. Enfin, c'est ça, c'est pas des personnes qui ont parfois envie de rester dans la restauration toute leur vie. Et tu les gardes longtemps? C'est quoi la durée un an et demi. Ah bah quand même. Un an et demi, ouais. D'accord. Un an et demi. Ouais, je pensais que ce serait des missions beaucoup plus courtes, qui venaient faire quelques extras. Non, non, en fait, non, parce qu'ils ont besoin d'une stabilité quand même. Ils ont besoin d'une stabilité. Un an et demi, et maintenant, je peux travailler avec leurs amis, leurs frères. Voilà, c'est vraiment une boîte qui se, qui se transmet. Donc, du coup, tu as acquis leur confiance finalement. Oui, parce que j'ai un management qui est pas du tout la base qui se fait dans la restauration. J'ai un management très humaine, sincèrement. Moi, personnellement, j'ai un management très humaine, parfois même trop, dans la confiance, dans la liberté, dans le côté je comprends votre parcours et je m'adapte à toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Moi, parfois, ça peut faire hurler des gens qui viennent de la restauration, mais non, ça se fait pas. Eh bien oui, mais moi, je suis comme ça, donc du coup, je peux pas faire autrement. Donc, et les clients, ils te perçoivent comment? Ils se disent, oh, c'est un petit truc, un petit traiteur solidaire, c'est sympa, je fais un petit coup de diversité, d'inclusion. Au début, ou alors tu es sur les grosses prestats. Enfin, tu vises quoi? T'as quoi? Comment tu sens la perception des clients vis-à-vis de ce que tu fais? En fait, au début, ils viennent pour ça. Ils viennent faire un petit événement pour parler d'impact, RSE et tout ça. Après, le falaf, c'est absolument pas du tout l'ambition de rester dans des... En fait, moi, je milite d'ailleurs pour dire que les entreprises sociales et solidaires, on est quelques-unes, on veut et on doit et on y va là-dessus, c'est être vraiment un traiteur événementiel sérieux, qui gère à la fois la partie food, la partie logistique, la partie service. Et en fait, moi, j'ai commencé comme ça, et maintenant, je gère des événements de 1000-1500 personnes. Et en fait, c'est les mêmes clients, en fait, quand ils viennent et qu'ils voient ça, ils disent ah non, mais enfin, vous êtes sérieux quand même. Ah, vous êtes... Moi, j'ai déjà entendu, vous êtes professionnel, hein. Ah oui, non, mais... oui, on est professionnel. Tu me disais, en préparant aussi ce podcast, tu me disais, il y a une sorte de plafond de verre. Ouais, il y a un plafond de verre des entrepreneurs sociaux. Et ça, c'est vraiment aussi... le travail qu'on est en train de faire aussi au Mouvement Impact France, c'est aussi... c'est de casser ça? C'est de casser ça. Et en fait, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est pas que le domaine de la restauration, on peut aller dans plusieurs domaines. Et dès qu'on entend un entrepreneur social, on le prend vraiment pour un activiste. Alors que je peux être un activiste, mais un activiste qui n'est pas sérieux et cool business, c'est pas du tout dans son domaine. Alors on est vraiment des gestionnaires d'entreprise, on sait gérer un budget, on sait gérer une entreprise, des salariés. Mais en fait, notre rôle aujourd'hui, en tout cas, c'est mon rôle que je me donne aujourd'hui, c'est faire changer le regard
des entreprises vers d'autres entreprises, entrepreneurs sociaux. Tu sens que ça bouge? Ça doit bouger à la fois de notre côté. Donc il y a un travail à faire. Donc côté entrepreneur. De côté nous entrepreneurs à impact. Et aussi on doit avoir ce discours hyper franc vis-à-vis des entreprises aujourd'hui. Une entreprise qui m'appelle pour 50 personnes, 100 personnes, c'est bien sympa. Je suis contente de travailler avec cette entreprise, mais qu'il me consulte pas pour des événements de 500 1000 personnes. Moi, je trouve ça vraiment un manque de respect. Vraiment manque de respect parce que c'est comme il y a deux mesures parce que pour faire de l'impact pour petit événement c'est bien mais pour les plus gros où j'ai un vrai budget je vais appeler les entreprises classiques qui n'ont rien à voir avec l'impact ou qui font un peu des RSE pour la partie communication. Donc, du coup, on est plutôt dans le social. Donc, c'est quoi leur frein? Ils vont se dire, elle n'a pas les reins assez solides, elle n'a pas la structure logistique, ça va être trop cher parce que ça va être des produits trop compliqués ou leur personnel ne va pas être fiable parce que voilà, ils se disent quoi en fait? En fait, c'est quand ils voient la logistique et le service, c'est là où ça les rassure. En fait, il faut le dire, hein, c'est pas le côté food qui prime, mais le côté logistique et service. Ils ont l'impression que nous, on n'arrivera pas à assurer un événement logistiquement parlant. Donc moi, vraiment, mon objectif, c'est vraiment faites appel à des entrepreneurs sociaux pour vos gros événements. C'est là où vous allez faire de l'impact. Aujourd'hui, j'ai envie de faire de l'événementiel durable. Et l'événementiel durable, c'est travailler avec des entrepreneurs à impact pour pas avoir trop de déchets dans un événement, pour avoir vraiment un impact. C'est un impact, on peut l'avoir quand on a un événement de 500, 1000 personnes et on a travaillé avec des produits bio, locaux, avec des artisans locaux, avec un produit où il y a moins de déchets. C'est la différence, en fait, faire un coup de com sur de la diversité et vraiment avoir de l'impact mais carrément, dans ses choix de fournisseurs. Exactement, nous on ne travaille pas par exemple avec la viande rouge, on ne travaille pas avec l'avocat, on ne travaille pas avec l'ananas, on ne travaille pas avec les produits. Nous, l'empreinte carbone, elle est omniprésente dans notre choix de notre menu. Tu arrives à leur valoriser ça pour qu'eux puissent derrière aussi le valoriser dans, je sais pas, le rapport de perf extra financier, de développement durable? Moi aujourd'hui, je peux vous dire au Falaf, on peut calculer l'empreinte carbone pour chaque produit qu'on fait. Donc chaque événement, je suis capable aujourd'hui avec des outils de calculer l'empreinte carbone d'un événement. Donc il n'y a pas de problème, allons-y, je suis ravie de calculer l'empreinte carbone des événements de 1000-1500 personnes. Moi aujourd'hui, il y a des clients que je refuse parce qu'ils me disent « Ah, j'aimerais bien travailler avec vous, mais par contre, j'aimerais bien quand même un peu de viande rouge. Je dis « Ah non, mais... Faudrait savoir. Ouais, non. Ouais, non, faudrait savoir. Mais je ne fais pas de viande rouge, je fais pas de viande rouge, c'est un empreinte carbone très haut, je le fais pas et ça... pas loin d'hier, hein, un événement de plusieurs dizaines de milliers d'euros, je l'ai refusé parce que je voulais pas faire de viande rouge et ça peut paraître mais je peux pas ça fait partie de mon ADN, je le fais pas et c'est pas parce que c'est un événement de plusieurs dizaines de milliers que je vais dire oui. C'est quoi ton ambition avec le Falaf? Le Falaf aujourd'hui, demain, c'est un traiteur événementiel haut de gamme, à la fois social solidaire, une entreprise à impact, mais en même temps exigeant sur la partie événementielle. Donc voilà, c'est l'ambition, c'est d'être un grand traiteur dans la grande place qui, au même titre des grands traiteurs aujourd'hui. T'as un traiteur que tu admires? Les traiteurs que j'admire, j'admire beaucoup de traiteurs, au-delà des traiteurs qui font la même chose que moi, que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup Meet My Mama, j'aime beaucoup Baluchon, sur leur impact, sur leur engagement. C'est vraiment des gens avec qui je parle et c'est bien parce qu'on a la même façon de travailler, le côté collectif. Mais j'adore Botel Chabot, j'adore Caspia, j'adore ce genre de traiteurs. Moi, me font rêver par leur exigence. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un traiteur qui vient aussi de ce rang de traiteur haut de gamme et même de la restauration étoilée. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller aussi de chercher cette excellence de produits, côté finesse, tout en ayant travaillé avec des personnes réfugiées en cuisine. Donc, on peut faire quelque chose de très joli, de très haut de gamme, tout en ayant notre ADN au cœur de notre marque, quoi. Et peut-être pour finir, tu as un autre projet qui tient beaucoup à cœur, un autre projet entrepreneurial et solidaire et social. Je sais pas exactement. Comment on va le définir. Pour moi, c'est une solution plutôt. L'AGI, exactement. L'AGI, qui veut dire réfugié. Réfugié en arabe, exactement. Okay. Et en fait, c'est une solution Tech for Good qui va connecter des personnes réfugiées qui cherchent un travail ou qui cherchent
cherche une formation, un exemple, hein, Sciences Po galère, ils ont une formation spécifique pour les personnes réfugiées, ils galèrent pour trouver des personnes réfugiées. Donc on peut travailler avec, par exemple, Rungis qui vont faire des formations pour des personnes réfugiées dans le métier alimentaire. On peut travailler aussi avec des traiteurs, on peut travailler avec des restaurateurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un lien qui va un peu travailler avec des associations qui n'arrivent pas peut-être à comprendre l'enjeu d'une entreprise ou d'une formation, à les aider à choisir les bonnes personnes pour des entreprises. Donc du coup, en fait, on a moi, ça va être entre les deux, ça va être entre les personnes réfugiées et les associations qui accompagnent ces personnes réfugiées et les entreprises pour que le lien se connecte plus facilement. Je travaille avec beaucoup de personnes réfugiées qui sont frustrées parce qu'ils ont passé parfois 20 entretiens et qui ne sont pas pris parce qu'ils n'ont pas été envoyés voilà, leur profil ne correspondait pas. Et des entreprises qui disent bah non, moi j'ai plus le temps. Enfin, donc là tu développes une plateforme, là tu as de la tech. Là c'est une plateforme, techno, ouais, exactement, c'est un peu la tech. On est à Station F, on est là t'as un associé ou une associée? Tu as développé ça toute seule? Je cherche, sincèrement pour moi, je n'ai pas l'ambition de porter ce projet toute seule. Je suis vraiment ouverte à des personnes qui ont apporté quelque chose dans ce projet-là, d'y aller le faire avec ces personnes-là. Mais pour l'instant, oui, j'avance toute seule. Mais ouais, je suis soutenue par le ministère des économies, avec la French Tech, et aussi je suis à Station F, donc du coup, voilà. Et ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment né de ma frustration quand je recrutais des personnes réfugiées au sein du FALAF. Donc, de pas les trouver, quoi. De pas les trouver. Maintenant, c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne bien, mais après, je me dis, si chaque restaurant ou chaque traiteur intègre une personne réfugiée dans son équipe, l'impact il est beaucoup plus grand que ce que je suis en train de faire au sein du FALAF. Donc c'est ça, en fait, je suis quand même plus passionnée par l'impact qui peut générer ce projet-là. Et en fait, on va voir. En tout cas, je suis motivée. Malheureusement, je suis frustrée parce que j'ai moins de temps vis-à-vis du FALAF qui sort de 2 ans et demi de Covid. Donc, mais là, je pense que là, j'ai une bonne énergie pour attirer à la fois les bonnes personnes et surtout avancer bien dans ce projet. Bon, Khadija, on a largement déplacé le temps, c'est super sympa. Merci beaucoup d'avoir été très sympa. avec Merci nous. De m'avoir invité. Heureux de t'avoir rencontré et puis de pouvoir partager ça avec les personnes qui vont nous écouter. Merci beaucoup, c'était vraiment très sympa de partager ce moment avec toi. Donc, merci. Merci à toi.